par Bistro Brain. Mon nom est Marie-Hélène et je vais être votre animatrice ce soir. Je suis aussi bénévole à Bistro Brain. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, en fait, c'est une ABNL qui a été fondée en 2017 qui a pour mission de diffuser la science par le plaisir, par le biais d'événements de vulgarisation scientifique comme celui qu'on a ce soir. Ce soir, on va avoir le droit à 4 présentations de 12 minutes, puis il va y avoir une période de questions de 5 minutes qui va suivre. À la moitié des présentations, on va prendre une pause pour ceux qui veulent se commander une bière ou aller aux toilettes. Puis restez attentifs tout le long des présentations parce qu'à la fin, il va y avoir un quiz avec une remise de prix sur le contenu des présentations. Donc, on voudrait remercier nos commanditaires qui sont le Centre d'études nordiques, le Fonds de recherche du Québec, les laboratoires Eisenhower, Landry et Charette. Et on voudrait aussi remercier notre collaborateur qui est l'Institut de biologie intégrative et des systèmes que je vais affectueusement appeler l'IBIS parce que je suis une ancienne de l'IBIS, moi aussi. Je vais maintenant laisser la parole à Pauline Eisenhower, qui est présentatrice ce soir, comme vous savez déjà, et aussi professeure à l'Université Laval, qui va venir parler de l'IBIS au nom de Steve Charette, le directeur de cet institut. Bonsoir. Je ne sais pas que j'avais le droit à mes petites notes, mais je les ai quand même. Donc, je pense pas vous présenter l'IBIS. Après, je pourrais vous parler de Steve Charette, puis après, je pourrais vous parler de mon labo. Donc, l'IBIS, l'Institut de biologie intégrative et des systèmes, physiquement, ça se situe sur le campus de l'Université Laval. Et donc, en fait, c'est un regroupement de chercheurs qui partagent des intérêts en génomique, en protéomique, en métabolomique, en bioinformatique et tous les mots en hic, généralement. Et donc, l'Institut regroupe 4 facultés, donc la faculté de sciences et génie, la faculté de foresterie, géographie et géomatique, la faculté des sciences de l'alimentation, agriculture, alimentation, et la faculté de médecine. Donc, les missions de l'IBIS, c'est de regrouper ces chercheurs-là pour favoriser les interactions multidisciplinaires, la recherche fondamentale, l'application des connaissances, et aussi la formation des étudiants et du personnel hautement qualifié. Et une des missions de l'IBIS, c'est aussi la transmission des connaissances. Et donc, c'est pour ça que l'IBIS est commanditaire ce soir. Donc, merci à l'IBIS. Bravo à l'IBIS. Labo Steve Charette. J'enchaîne. Oui, super. Donc, Steve Charette, c'est un professeur au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique, donc de la faculté de sciences et génie à l'Université Laval. Et en fait, c'est un chercheur qui s'intéresse aux interactions entre les microbes, notamment les protozoaires et les bactéries. Il fait de la recherche aussi sur les facteurs de virulence des bactéries pathogènes et il s'intéresse aussi à leur résistance aux antibiotiques. Donc, Steve, c'est aussi le directeur de l'IBIS. Et les activités de partage des connaissances et de vulgarisation, c'est très important pour lui. Et il a notamment le site Microbes pour tous, qui est vraiment intéressant, que je vous inviterai à voir. Ce sont des ressources pour les 12-17 ans. C'est pour apprendre la microbiologie et puis découvrir un petit peu la microbiologie, les interactions entre micro-organismes de manière interactive et amusante. Donc, bravo à Steve Charette, qui n'est pas là malheureusement, mais... Et le dernier labo, c'est le mien. Donc là, je n'ai pas besoin de mes notes pour vous en parler, normalement. Je tiens à préciser que mon labo au complet est là ce soir parce qu'il est constitué de Jérémy et moi-même. Et donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la soirée. Moi, je m'intéresse principalement aux pathogènes forestiers, qui sont majoritairement des champignons. Je m'intéresse à comment ils s'adaptent à leur environnement, comment est-ce qu'ils font pour attaquer les arbres qui sont leurs hôtes, quel va être l'effet des changements climatiques sur ces relations-là, comment est-ce qu'on peut lutter, quelle est la réponse des hôtes face aux attaques des pathogènes, etc. Donc ça, ce sera à venir à la fin de la soirée. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Christina fait une maîtrise en microbiologie dans le laboratoire de Sylvain Moineau et elle va vous parler ce soir de l'impact insoupçonné du monde microscopique. Comme on sait en microbiologie, c'est pas toujours facile d'avoir des résultats visibles. On applaudit Christina, s'il vous plaît.
Bon, ben, bonsoir tout le monde, ça va bien? J'aimerais commencer avec vous ce soir en vous réchauffant un peu avec une petite question. Quand je vous dis les mots microbe ou virus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça? Oh, wow! OK. Vos réponses démontrent bien le point que je veux aborder avec vous ce soir, si ça fonctionne. Petite musique d'ascenseur. Ah! Bon. On va y arriver. Oui, non. OK, c'est bon. Le fait que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est que les virus et les bactéries sont victimes de préjugés. Et oui, et oui. Mais bon, je comprends. En même temps, à chaque fois qu'on parle d'eux autres, c'est quand ils sont les méchants de l'histoire. On a juste à penser à l'épisode de la COVID-19 qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, vous vous en rappelez, hein? Mais en général, les microbes sont généralement inoffensifs, voire indispensables à notre vie de tous les jours. Vous n'avez pas l'air toutes convaincus, là. La preuve, fermez les yeux quelques secondes, puis imaginez-vous que, pouf, demain matin, tous les microbes disparaissaient de la Terre. Donc, plus de COVID, plus d'intoxication alimentaire, plus de maladies. Le rêve, non? Eh bien, en quelques mois à peine, on serait tous morts. Ça serait vraiment l'apocalypse. Les arbres cesseraient de croître, les océans deviendraient des déserts, puis l'air deviendrait irrespirable. C'est fou à quel point ces minuscules bibites-là ont un rôle immense dans l'environnement. Donc, ce soir, je veux vous convaincre de leur importance et abolir vos préjugés. Parce que le jugement, c'est non. Mais pour ça, il faut que vous appreniez à les connaître un peu plus et que vous fassiez preuve d'un peu d'ouverture. Donc, allons à la rencontre de ces microbes-là ensemble. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Veuillez accueillir chaleureusement nos stars de la soirée, les microbes. Ouais, bon, je sais qu'on voit pas grand-chose, là, mais ils sont là. Juste là. Oui, première chose à savoir, c'est qu'il faut zoomer pour les voir. Et même encore plus que ça. Voilà. Donc, comme on peut maintenant le voir, les microbes sont généralement microscopiques. Pour vous donner une idée, si les microbes avaient la taille d'un grain de riz, eh bien, nous, on ferait la taille de la Terre entière. Sachant ça, difficile de ne pas les prendre de haut, hein? Mais bon, comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Chose à savoir aussi, c'est que les microbes sont vraiment partout. Donc, dans l'eau, dans le sol, dans l'air, sur la peau et même à l'intérieur de vous. Et ce, dans des quantités incroyables. Par exemple, avez-vous une idée de la quantité de microbes qu'il peut y avoir dans une seule goutte d'eau de l'océan? Quelqu'un veut se mouiller? Un chiffre peut-être? 1 million? Oh mon Dieu, OK. Donc, on estimerait qu'il y aurait environ 1 million de bactéries et 10 millions de virus dans une goutte d'eau. Donc, si on fait les calculs vite, là, ça voudrait dire qu'il y a autant de microbes dans une goutte d'eau que d'étoiles dans une galaxie. C'est fou, hein? Donc, ces différents microbes-là peuvent jouer aussi un rôle ensemble et interagir ensemble comme une micro-société où chacun aurait son rôle à jouer pour maintenir l'environnement. Donc, voyons ensemble les différents chapeaux environnementaux de l'infiniment petit. Donc, j'aimerais commencer en parlant des poumons de la planète. Est-ce que quelqu'un sait de qui ou de quoi je veux parler quand je dis ça? Les arbres, vous dites? Eh bien, c'est faux! En fait, ce serait plutôt les microbes, les poumons de la planète. Même si les arbres sont importants, là, on estime qu'environ 50 à 70 de l'oxygène serait en fait produit par des microbes de l'océan.
et ceux-ci ont le rôle de stabiliser le climat puis de purifier l'air. Donc, pour bien comprendre, il faut savoir que notre activité humaine grandissante produit énormément de gaz à effet de serre, comme le monoxyde de carbone. On voit très... Ouais, c'est triste, hein? Puis, le monoxyde de carbone peut avoir un effet de couverture sur la planète. Donc, un peu de couverture en soi, c'est bien pour réchauffer la Terre. Mais trop de couverture et on surchauffe, voire qu'on brûle. Donc, heureusement, il y a des petits microbes qui peuvent venir jouer le rôle de petits climatiseurs et qui vont diminuer la quantité de CO2 dans l'air, ce qui va atténuer l'incendie climatique. Mais comment, vous me direz? Eh bien, ça, c'est grâce à des microbes dévoués dans leur travail, comme Jean-Luc Rayon, notre ingénieur solaire depuis des lustres. Donc, Jean-Luc utilise une technique ancestrale qu'on connaît beaucoup plus chez les plantes, qui s'appelle la photosynthèse. Donc, qui consiste à utiliser les rayons du soleil, donc la lumière du soleil, pour transformer le CO2, qui normalement augmente le réchauffement climatique, et l'eau. Les millions de Jean-Luc vont jouer le rôle de capteurs de soleil et vont transformer le CO2 en oxygène, qui est utile pour les animaux marins puis pour nous, et aussi en sucre, qui va être en fait une source d'énergie et de nourriture pour le reste de l'océan. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres microbes qui vont venir l'aider dans sa tâche. Et ça s'appelle Jean-Jacques Sédiment, notre banquier du carbone. Donc, il faut savoir que Jean-Jacques Sédiment, il est très... bon, on ne va pas se le cacher, là, il est très radin. Puis, le CO2, c'est ce qu'il veut. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer tout le CO2 et l'accumuler dans les fonds marins. De cette façon-là, pendant des millions d'années. Fait que je vous dis, là, c'est un vrai obsédé, celui-là. Mais bon, au moins, il va diminuer la quantité de CO2 dans l'air et il va stabiliser le feu climatique. Donc, il a beau être cheap, mais au moins, il aide la planète. Donc, maintenant qu'on a pris une bonne bouffée d'air frais avec les microbes de l'océan, on va redescendre sur Terre, littéralement. Donc, là, on a vu que les microbes de l'océan aidaient la planète à respirer. Puis là, on va voir que ceux du sol, eux, les aident à se nourrir. On va passer des poumons de la Terre à son estomac. Puis l'estomac sert à quoi exactement, le savez-vous? Exactement. Puis ça, c'est le rôle des microbes dans le sol. En fait, ils vont plus précisément aider à la digestion et au renouvellement de la vie par la suite. Donc, je sais que quand on pense à la décomposition, on n'a pas des images bien cute dans la tête, comme ça, pour rester dans le thème de l'Halloween, ou ça. Mais il faut savoir que la décomposition, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est son moteur, parce qu'il aide les plantes à repousser et la planète à se nettoyer. Mais comment, encore une fois? Eh bien, ça, c'est grâce à nos amis, les pros du recyclage, comme Jean-Michel Dujardin, notre éboueur en chef. Donc, lui, il aime beaucoup les petits sacs mauves. Alors, lui, il va venir jouer avec les différents déchets qui sont comme les plantes, les racines, les animaux morts ou les feuilles mortes, et il va les décomposer en nutriments utilisables par les différents organismes vivants. Et aussi, il va le transformer en CO2, encore une fois. Donc, une partie du CO2 va se retrouver dans l'air et être absorbée par les plantes, par exemple. Et une autre partie du CO2 va retourner à la Terre
et à être, encore une fois, dérobé par Jean-Jacques Sédiment. Et oui, il est encore là, lui. Il lâche pas la patate, ça, c'est sûr. Donc, on a vu tout ça, mais il y a encore d'autres microbes qui peuvent venir jouer là-dedans. Donc, je parle de certains microbes comme Bob. Juste Bob. Donc, qui est jardinier, là, tout simplement. Donc, OK, il a beau être simplet, mais au moins, il est important, croyez-moi. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre accessibles certains nutriments difficilement assimilables par les plantes. Donc, il va favoriser leur croissance, tout simplement, un peu comme un engrais en tant que tel. Donc, ces deux-là vont venir jouer ensemble et vont vraiment s'entraider. Donc, notamment, les éboueurs vont transformer la mort en nutriments et par la suite, les jardiniers vont transformer les nutriments en vie, tout simplement. Donc, on a vu ensemble quelques rôles seulement des microbes dans l'environnement. Mais il faut savoir qu'il en existe énormément d'autres et qu'ils sont inclus dans tous les cycles de la vie. Même qu'ils peuvent avoir certains potentiels, notamment pour régler certaines problématiques environnementales. Par exemple, il y a certains microbes et virus qui peuvent être utilisés en alternative aux antibiotiques et aux pesticides pour venir, en agriculture, pour venir contrer certaines maladies chez les plantes. Également, il y a des microbes qui peuvent dégrader certains composés ou certains polluants comme l'huile ou le plastique qui pourraient rester pendant des millions d'années. Et même qu'il y a des microbes qui peuvent produire de l'électricité d'une façon renouvelable. Donc, les microbes sont vraiment pleins de surprises. Donc, finalement, ce que je veux que vous rappeliez de tout ça, c'est que les microbes ne sont pas systématiquement les méchants de l'histoire, mais qu'ils peuvent être les super-héros environnementaux grâce à leur super-pouvoir. Et pour ça, il suffit seulement d'apprendre à les connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina, pour cette super présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte que la série Netflix sorte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport... oui. Tu peux parler fort ou il y a un micro en arrière? Il y a combien de microbes sur la Terre au total? Dur à dire parce qu'on ne les connaît pas toutes. C'est ça qui est un peu compliqué, là. Il y en a qui sont difficiles, par exemple, à isoler ou même à échantillonner. Donc, on n'a pas la réponse actuellement. On n'arrête pas d'en découvrir encore et encore. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. 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 OK, la question c'était, je fais une distinction entre les microbes puis les virus, puis je me base sur quoi? Mais dans le fond, là, en plus, microbes, là, c'est connoté négatif aussi, là, mais là, j'ai enveloppé beaucoup de choses dans microbes qui ne seraient pas nécessairement enveloppées, mais bon. Puis les virus, ben, je me base sur la notion de c'est quoi un être vivant, un organisme vivant. Puis, pour l'instant, c'est beaucoup en débat, là, mais les virus ne sont pas nécessairement considérés comme vivants. Donc là, je ne voulais pas les inclure dans les microbes. C'est pour ça que j'ai fait la distinction. Pourquoi ils ne sont pas considérés comme vivants? Il y a beaucoup de raisons, mais notamment, sont des parasites obligatoires. Fait que là, ils n'ont pas le choix, en fait, d'avoir un hôte pour se répliquer. Puis il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est une des raisons. Là. Fait qu'il y a besoin de se brancher, se plugger sur quelqu'un d'autre. Oui. Ben, il y a besoin, c'est ça, il y a besoin de se répliquer à l'intérieur d'un autre. Oui. On va prendre une dernière question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier les microbes?
Oh, bonne question. Ben, écoute, j'ai découvert ça au cégep. On n'avait pas de cours de microbiologie, mais j'ai fait mon projet d'intégration, puis là-dessus, en tant que tel, puis c'est là que j'ai vraiment accroché, là. Donc, c'était pas mes cours de chimie, c'était pas mes cours de biologie, c'était vraiment mon projet qui m'a vraiment accroché. Voilà. J'aurais peut-être une petite dernière question ici. Oui. Attendez, j'ai juste mon volume en même temps. Oh, je suis bizarre. Désolé. Tu as parlé de la fonction antibiotique de certaines bactéries. Je ne sais pas si... je sais qu'il y a, mettons, le S. boulardii, Saccharomyces boulardii, qui est plus une levure qu'une bactérie. Je ne sais pas si tu rentrais ça là-dedans. Souvent, il y a des bactéries qui vont produire des bactériocines qui vont, après ça, tuer d'autres bactéries, exemple, dans le gros intestin. Puis je me demandais à quel point, parce qu'il y a beaucoup de modes des fois dans la santé naturelle, à quel point de prendre, mettons, des grosses doses de ces bactéries-là, qui après ça vont libérer des bactériocines, est-ce que ça risque pas de faire un peu comme un antibiotique, même si c'est naturel, donc de déséquilibrer la flore intestinale, ou si les bactériocines qui sont libérées par ça sont comme un peu ajustés et vont tuer principalement les bactéries pathogènes ou celles qui seraient nuisibles à nous en tant que macro-organismes par rapport à notre flore et l'équilibre de tout ça? Je vois ce que vous voulez dire. Moi, j'abordais plus ça dans ce que j'ai lu avec des bactéries qui vont vraiment avoir un effet peut-être plus spécifique ou peut-être plus ciblé envers d'autres bactéries. Donc, c'est déjà utilisé, là, c'est pas encore au point d'utiliser des bactéries ou autres pour l'agriculture parce qu'il y a certaines downsides, désolé de l'anglais, là, notamment dans les milieux naturels, ben c'est pas tout le temps efficace parce que ben la bactérie a besoin d'un certain environnement, elle a besoin d'une certaine température, etc. Fait que c'est pas tout le temps optimal, mais on peut jouer avec le débalancement des populations, de la compétition des populations, puis c'est beaucoup là-dessus qu'ils vont jouer. Puis, il y a aussi les virus qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus spécifiques. Les virus ont certains autres spécifiques. Je veux dire, les virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Donc, on peut jouer avec ça aussi. Là, ça va être beaucoup plus, comme je dis, spécifique. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, j'avoue que moi, personnellement, mon intérêt était plus vers la santé humaine, mais c'est vrai que ce n'est pas nécessairement le sujet de... Je me suis demandé si peut-être que cette réponse-là pourrait s'appliquer à tout, mais c'est sûr qu'après ça, c'est peut-être trop spécifique comme question, puis je sais que c'est dur des fois de donner des réponses générales à des questions. Souvent, ils s'arrangent pour avoir on va dire des microbes qui vont pas nécessairement avoir des trop gros impacts et qui vont justement vraiment plus se focusser sur les microbes qui sont pathogènes. Là. Qui ne sont pas à large spectre, finalement. Oui, peut-être plus, ou ça va être vraiment un débalancement de la population ou de la compétition. Donc, on va essayer de ne pas utiliser nécessairement justement des bactéries pathogènes ou autres. Là. Ça Parfait. fait le tour pour le temps qu'on avait pour les questions. Merci, Christina. On l'applaudit. Je vais ajouter mon micro. Désolée. On serait maintenant rendu à notre deuxième présentation de la soirée qui va être donnée par Léa Lebert. Léa est au doctorat en sciences forestières dans le laboratoire PORT et elle va nous parler des signaux invisibles pour sauver nos forêts. On lui donne une bonne main d'applaudissements. Hop là. Parfait, pardon. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi je travaille dans un laboratoire qui travaille sur de la pathologie forestière. Donc je vais un peu vous parler de ce monde-là, justement, protection de l'environnement contre ces pathologies. Donc j'aimerais faire ça un peu sous forme d'enquête policière pour essayer d'illustrer ça de manière un peu plus fun pour vous.
Donc déjà, petite introduction pour commencer ça, le même sujet qui revient en boucle encore et encore, Christine en a parlé aussi un peu, le réchauffement climatique, grand classique, on a l'habitude maintenant. Ce réchauffement, il y a aussi un impact au Canada, ça c'est clair. Mais avec en fait ces changements climatiques, on va pouvoir avoir de nouveaux arbres qui arrivent, mais également de nouveaux pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons. Et l'arrivée de ces différents hôtes va pouvoir créer de nouvelles combinaisons. Parfois ça va, ça fait rien, on est content, il se passe rien. Parfois on est un peu moins content de ce qui se passe. Donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces virus-là, ils nous fichent la paix en fait, ils s'en aillent. Alors, je vais un peu traduire ça dans les cas des arbres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on essaye d'arrêter le tueur pendant une agression, on voit que notre arbre il est malade, on va essayer de l'arrêter à ce moment-là. Soit on va essayer de faire disparaître le corps de la victime, là. On coupe l'arbre, on le pousse et puis on espère que ça va pas, que le tueur il va pas revenir. Ou on arrête le tueur avant qu'il atteigne sa victime, donc on essaye d'anticiper. C'est un peu les différents moyens qu'on peut utiliser en foresterie pour illustrer ça. Mais le point clé, en fait, de tout ça, c'est que le tueur, il faut le trouver. Et comment on le trouve? Quand c'est un champignon, une bactérie ou un virus, ça peut être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que là, moi, je vais me focuser un peu sur la détection comme moyen de protéger notre environnement et nos forêts également. Donc la première méthode, c'est... Alors, petite question pour vous. Si vous arrivez sur une scène de crime, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort, la première chose que vous allez avoir, c'est quoi? Ouais, mais vous allez vérifier quoi en premier? Ouais, c'est ça, le mort, tout simplement. On va aller vérifier le cadavre, en quelque sorte, la victime. Donc moi, pour tous mes exemples, en fait, je vais utiliser une maladie celle que j'étudie, qui s'appelle Bredsiella fagacearum pour son petit nom. Promis, ce ne sera pas la question du quiz, je vous laisse tranquille avec ça. Donc ce sera le flétrissement d'une maladie... Ah, pardon, excusez-moi, un champignon qui cause le flétrissement du chêne, qui infecte un arbre, et puis l'arbre, en réaction, c'est comme si vous arrêtiez de respirer, en fait. Donc l'arbre, il ne se met pas en très très bon état dans ces cas-là. Donc il ne survit pas très longtemps, en général. Donc j'utilisais ce champignon-là pour un peu mes exemples. Donc la première analyse, on l'a dit, identification de la signature du criminel, vérifier le corps. Comment on peut le faire pour les arbres? Simplement en regardant les différents symptômes. Donc ça peut passer par les feuilles, tout simplement, mais également des coupes de bois, où on peut trouver aussi des signalements assez forts, et même parfois, dans cet exemple-là, du mycélium. Donc c'est carrément notre champignon qui pousse gentiment sous l'écorce et qu'on peut trouver. Donc là, notre tueur, on peut le voir. C'est un peu parfois l'avantage comparé aux bactéries et virus. Les champignons, parfois, on peut les voir à l'œil nu. Mais ces méthodes-là, il faut déjà qu'on trouve le corps, il faut déjà qu'on le voit. Et puis souvent, on a besoin de témoins. On aime bien avoir des témoins quand même qui nous aident. Et ça, les témoins, c'est qui? C'est vous, en fait. Vous pouvez tout à fait, vous aussi, devenir témoin. Donc, je mets un peu ça comme ça pour faire passer l'info. Ça peut aider. Dans le cas du flétrissement du chêne, par exemple, il peut être tout à fait... vous pouvez le signaler sur le site du gouvernement. Bon, pour l'instant, il était présent qu'en Ontario. Je suis du Niagara et tout a été coupé. Donc, normalement, on est plutôt safe pour l'instant. On a espéré que ça ne revienne pas. Mais c'est pas sûr. Donc, si jamais vous en voyez, vous pouvez tout à fait. Ça fonctionne avec cette maladie, mais avec d'autres. Donc, ça me permet de signaler un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? On est sur notre set de crime, ok, on a vu notre corps, on essaye d'identifier, on a compris qu'il était mort, mais le tueur, parfois les symboles, les signes, nos symptômes ne sont pas forcément les plus évidents pour trouver qui est le responsable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour imaginer les séries policières? On utilise quoi en général pour essayer de savoir? Ouais, mais il prend quoi sur la scène? ADN, oui, j'ai entendu. ADN, c'est ça, tout à fait. Donc, on peut tout à fait faire cette dissection-là avec de l'ADN. Donc, l'ADN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros notre code, ce qui nous représente, ce qui fait ce qu'on est, ce qu'on a dans nos cellules, ce que tous les êtres vivants ont dans leurs cellules, et c'est ça qui va définir ce que vous êtes. Il est unique à votre personne, c'est à vous, c'est à personne d'autre n'aura le même. Donc, on peut vous détecter grâce à ça, tout simplement, en faisant matcher les codes. Pour les arbres, la détection, ce passage-là va être très rapide. Simplement, on a de l'ADN dans nos arbres, c'est un être vivant. On va extraire cet ADN, tout simplement. Et puis, on a notre biologique, la craque, qui dort jamais, comme a dit Nancy. Et il va analyser ces séquences d'ADN pour identifier notre tueur et agir en conséquence, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième type qui va un peu plus vite. Le troisième va être un peu plus complexe. Parce qu'ok, on est arrivé... On a envoyé nos échantillons en labo, là, mais ça va mettre un peu de temps à arriver. On va essayer de trouver d'autres témoins. Et donc, on peut essayer d'aller vérifier, tout simplement, les caméras de surveillance. Alors, comment des caméras de surveillance peuvent être utilisables dans le cas des forêts? On peut se poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est les couleurs? Non? Personne ne sait? Non? Bon, en gros, grossièrement, au niveau scientifique, une couleur, c'est... Vous avez des ondes sur vous.
Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça, on a la lumière, on va dire solaire, qui a toutes les ondes possibles, on va dire, entre guillemets. Vous les avez sur vous, certaines vont être absorbées, d'autres réfléchies, et votre couleur, c'est ce qui est réfléchi. Donc, en fonction de ce que vous êtes, ça va avoir différentes couleurs. De quelle couleur sont les arbres? Vert. Si je vous dis que c'est pas vrai. Non, premier, je suis pas daltonienne. Ils sont pas tous sauf verts. Non, justement, c'est plus complexe. Ah, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, tout simplement. Donc, on va utiliser les caméras de surveillance. Donc là, c'est toutes les ondes un peu que le soleil va pouvoir voir. Ça, c'est que la partie qu'on est capable de voir. On a des ondes, on va dire plus longues, qu'on ne peut pas voir, et des ondes beaucoup plus courtes qu'on n'est pas capable de voir non plus. Nos yeux ne le peuvent pas. Certains animaux peuvent, d'ailleurs, sachez-le. Mais nous, on ne peut pas. Et les arbres, eux, ils sont... Ah, oui, voilà. Et ça, donc, c'est un peu la courbe de la couleur que réfléchit notre arbre. Ça, c'est toutes les pics là, c'est les couleurs que l'arbre réfléchit. Et nous, ce qu'on voit, c'est là. Donc, autant vous dire que le vert est là, mais en fait, nos arbres, ils sont infrarouges, ils ne sont pas verts. C'est cette couleur-là qui va être la plus prépondérante pour les arbres. Et c'est cette couleur-là qu'on va essayer de voir dans le cadre de nos analyses environnementales. Alors, comment on fait pour voir ce qui n'est pas visible? Vous allez voir, c'est un peu là qu'il faut s'accrocher, mais c'est possible à comprendre. Ça peut donner ce genre d'image très sympathique où justement on voit les arbres qui ressortent très très bien. Mais comment on fait pour le voir? On prend notre spectre ici, et nous on veut voir cette partie-là. Comment on va faire pour les faire apparaître? On va faire ce qu'on appelle des images en fausse couleur, c'est-à-dire que notre spectre visible, on va gentiment le décaler et faire correspondre une couleur en face de l'autre. Donc notre infrarouge va apparaître rouge, notre rouge va en fait apparaître orange, notre orange va apparaître jaune, etc., etc. Donc ça permet de voir les couleurs, de voir ce qui n'est pas possible. Donc évidemment, maintenant, sur les images, ce qui apparaît violet, on ne le verra plus. Mais on ne peut pas tout voir, c'est pas possible. Et ça va permettre d'avoir ce genre d'image. Donc là, on a une vraie image, et là, on a une image en fausse couleur. Ce qui est intéressant dans le cadre d'une surveillance de l'environnement, c'est qu'en fait, ça permet très facilement de repérer les zones où il y a de la verdure, que ce soit des champs, des forêts, des jardins. Et donc, pour faire des surveillances de l'évolution des surfaces forestières, urbaines, etc., c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà, pour les chercheurs, quand même, on essaye de simplifier la vie. Donc, c'est beaucoup mieux. Mais revenons à notre crime, du coup. En quoi ça nous aide pour trouver notre tueur? Tout simplement parce qu'on va pouvoir observer des différences. Donc là, c'est une vieille image, désolée, elle est un peu floue, ça date de 99, je n'ai pas trouvé plus récent pour ma maladie. Mais ça fonctionne, c'est avec le flétrissement du chêne également. Donc là, on voit un de nos arbres qui est complètement sain, qui va bien, il est bien rouge pétant, on l'aime bien. Et on va voir un arbre là qui est un petit peu infecté, là un autre un peu plus, et puis lui, il est carrément mort, là, il n'y a plus rien. Et donc, on voit que la couleur disparaît petit à petit. Et donc, c'est tout à fait possible de prendre un avion, de mettre une caméra dedans, de survoler, et puis comme ça, de voir les arbres qui vont pas bien ou pas. Donc ça, c'est génial. Donc, les petites caméras de surveillance fonctionnaient comme ça. Mais on a un problème avec toutes ces techniques-là. C'est que là, notre arbre, en général, il est déjà mort, en fait. C'est un peu le problème. C'est qu'en général, il est déjà là, il est déjà mort, il a déjà été infecté. Puis voir, le tueur a déjà pu se propager à d'autres voisins. Donc c'est là où moi j'enchaîne un peu pour en finir un petit peu avec mon projet personnel. Donc on va essayer de travailler avec ça. Comment est-ce qu'on va essayer de traquer? Comment est-ce qu'ils traquent les tueurs dans les séries? Ouais, un truc pas mécanique. Le flair avec des super chiens renifleurs. Oui, ce sont les chiennes de mes parents, j'ai craqué. Donc, on va pouvoir utiliser des chiens renifleurs pour détecter les tueurs. Et ça fonctionne, ça peut se faire. Et là, j'adorerais pouvoir vous dire que je travaille avec des chiens, mais ce n'est pas le cas. Mais j'aurais adoré pouvoir vous le dire. J'aimerais bien. Mais non, moi, mon chien, il va un peu plus ressembler... oui, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Comment ça fonctionne exactement? Les odeurs, ce sont des molécules qui sont dans l'air. On dégage tous des molécules. Ça, c'est normal. Donc, plein de petites molécules comme ça. Et ces petites molécules, on va en produire beaucoup quand on est stressé. Là. Vous vous souvenez avant un examen, là, comment vous transpiriez, c'était pas bien? Non? Oui. Je vois des hochements de tête quand même un petit peu. En général, on n'est pas très en forme et on va tendance à avoir dégagé des choses. C'est pareil pour les arbres. Quand ils sont stressés, qu'il y a quelque chose qui commence à arriver, ils vont être capables de le sentir. Et en général, ils vont réagir. On va être capable de détecter ça. Donc moi, mon chien, il va ressembler à ça. Est-ce que ça vous semble clair? Ouais, il est moins bien. J'ai dit que c'était moins cool que les chiens. Hein. J'aurais bien aimé. Un peu compliqué. Hein. On va essayer de le simplifier un peu. Comme ça, c'est un peu mieux. Ouais, je vois encore des grimaces. Hein. Et là, si je mets comme ça, là, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est quand même plus facile.
Non, là, c'est peut-être un chouille trop simplifié. On va revenir en arrière, mais promis, c'est compréhensible. Tout simplement, en fait, c'est comme un piège, comme je l'ai montré juste avant. C'est comme un piège à papillons qui va capturer nos molécules d'intérêt. Donc, en fait, on va avoir des petites pompes là, qui vont faire passer de l'air, tout simplement, dans notre gros sac qui est ici. Et notre plante, elle va pouvoir dégager des molécules. Et ces molécules, elles vont être emportées par le flux d'air, puis elles vont se retrouver bloquées dans le tube, et puis comme ça, on va en récolter petit à petit, encore et encore. C'est comme ça qu'on récolte ces molécules-là. Donc là, c'est un peu ce que vous faites quand vous respirez, vous inspirez, vous récoltez les molécules. C'est ce que je fais avec ça. Ensuite, nous, on a notre cerveau pour analyser. Nous, on analyse ces molécules avec cette machine-là. S'il y en a qui veulent des détails, je pourrais dire, mais là, on va rentrer dans des choses plus complexes. Notez juste que cette machine, en gros, on lui injecte ce qu'on a trouvé dans nos tubes, puis elle va être capable de nous dire, OK, il y a tant de se composer, tant de se composer, tant de se composer. En gros, grossièrement. Et ce qui est important de savoir, c'est que, encore une fois, on revient à notre tueur, là. Comment on fait pour le sentir? C'est qu'un arbre sain qui va bien et un arbre malade ne vont pas produire les mêmes profils, ne vont pas produire le même type de molécules et pas forcément en même quantité. Donc on peut avoir des molécules qui sont produites complètement pareilles, comme la A ici, des molécules qui sont par exemple beaucoup plus produites chez notre individu stressé, qui n'est pas en forme, ou voire une molécule qui n'est pas produite naturellement. Et en fait, ces différences-là, elles sont géniales parce qu'elles vont se réaliser très tôt. Dès qu'un arbre est infecté, en général, on va pouvoir être capable de voir ces différences-là, ce qui n'était pas forcément le cas des autres techniques qu'on a vues avant. Et en le voyant très tôt, on peut anticiper la propagation aux voisins, ce qui parfois est trop tard avec les autres techniques qu'on a vues, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai un talent naturel avec les micros, comme vous pouvez voir. Merci. Merci beaucoup, Léa, pour ta super présentation captivante. Je ne sais pas pour vous, mais j'imagine qu'on est plusieurs dans la salle à triper sur les séries de meurtres. Donc, j'entends la série aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, moi j'aurais une question. Est-ce que ce serait possible d'avoir un détecteur de sport pour juste, avant que l'arbre soit infecté, pour juste pouvoir voir la quantité? Alors oui, il y en a qui font ça, mais en fait les pièges, ça dépend en fait comment... Je vais reprendre un peu à zéro, pardon. Je parle en réfléchissant, c'est pas une bonne idée. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a certaines maladies, certains champignons qui vont produire des spores qui vont être propagés par l'air. Ceux-là, on peut essayer de les capter tout à fait avec des pièges à spores pour ensuite identifier derrière, soit par microscopie, soit par extraction d'ADN. Donc c'est tout à fait faisable. Et je sais que d'ailleurs, dans le cas du filtrissement du chêne, qui lui se propage plus avec... En fait, ce sont les insectes qui transportent les spores sur les mycéliums que j'ai montrés. Ce sont les insectes qui récupèrent les spores et qui les transportent. Et donc, il y a des projets d'ailleurs en cours où ils capturent les insectes et ils analysent s'ils ont des spores sur eux pour anticiper. Donc je sais d'ailleurs qu'il y a plusieurs fois des insectes avec des spores qui ont été retrouvés en Ontario. Donc c'est probablement arrivé en Ontario à cause de ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui ne savent pas dans l'audience, est-ce que tu peux définir c'est quoi un spore? Oui, pardon, excusez-moi. Un spore, c'est ce que va produire un champignon afin de créer un nouvel individu plus loin. C'est un peu comme la graine du champignon, si je fais quelque chose de très schématisé. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Pardon. Oui, tout à fait. Juste répéter la question pour les Oui. gens en arrière. La question, c'était est-ce qu'on pourrait dresser des chiens et les utiliser pour faire ce que je suis en train de faire avec ma machine? Alors oui, tout à fait. Il y a une maladie qui s'appelle le flétrissement du laurier, et pourtant qui touche les arbres à avocats aux États-Unis, où il y a eu un projet où ils ont dressé des chiens. Je crois qu'il y avait 2 malinois et 2 bergers allemands dans l'étude, pour reconnaître les arbres. Ils avaient un super taux de réussite, avec 90% de réussite et 95% de détection négative. Enfin, ils y réussissaient vraiment bien. Donc, Louis, si tu as de l'argent pour mettre en projet avec des chiens, moi, je prends. On aurait le temps pour une dernière question. Je vais y aller avec le jeune homme avec le T-shirt de Berkeley. Si tu veux parler fort. J'ai une question pour toi. Les coques qui sont produites, tu sais s'ils sont d'origine végétale ou s'ils sont d'origine du champignon? Tu peux la répéter. Oui, alors la question, pour répéter ceux qui sont au fond, c'était est-ce que les COV, là, les coves que les arbres produisent, est-ce qu'ils sont d'origine de la plante ou d'origine du champignon? Est-ce qu'ils servent à l'arbre à se protéger ou à signaler aux autres voisins? Je crois que j'ai rien oublié de la question.
Donc pour répondre à cette question-là, les COV produits vont plutôt être d'origine végétale, plutôt de l'arbre. Si je veux détecter vraiment les COV de mon champignon, il faudrait vraiment que je sois sur mon champignon, sur le petit tapis qu'on a vu par exemple. On ne va pas réussir à le détecter dans les feuilles. Et en fait, pour répondre à la question du est-ce que c'est pour se protéger, pour communiquer, etc., les deux, en fait. Ça va dépendre des plantes. Il y en a qui vont communiquer, effectivement, dans certains cas, qui vont être capables de transmettre l'information aux arbres voisins et leur dire « Attention, les gars, danger, s'il vous plaît, anticipez, protégez-vous », pour éviter de vous suicider. Et il y en a d'autres qui vont servir, effectivement, à plus combattre le champignon. Il y a certaines molécules, ça a été prouvé, qui ont des effets antioxydants, anti-inflammatoires, même sur les humains, anticancéreuses, etc. Bon, pour les arbres, je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes, mais en tout cas, ouais, ça peut être tout à fait les deux. Super, merci beaucoup. On serait maintenant rendu à notre troisième présentation de la soirée qui va être donnée par Alex Abaya, qui est au doctorat en microbiologie dans le laboratoire de Catherine Girard. Il va nous expliquer comment les microbes font pour survivre dans un Arctique en surchauffe. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Écoutez, merci à vous d'être là ce soir. Ça fait un peu bizarre pour moi de vous parler parce que c'est la première fois que je fais une présentation vulgarisée. Et je suis un peu dérouté parce qu'il y a une partie de ma présentation qui a déjà été dite par Christina. Fait que... Bon, j'espère quand même que vous allez apprendre des choses, mais c'est ça, c'est surtout le début où je vais un peu pas tant dire de choses, en fait. Fait que, comme le disait Marie-Hélène, moi, je suis au doctorat depuis bientôt 2 ans. Et moi, je m'intéresse aux microbes qui vivent en Arctique. Puis moi, je suis parti en Arctique... Allô? Ah. Pas de problème. C'est beau? Yes. C'est ça, j'étais parti en Arctique en juin, mais j'ai pas vu d'ours polaire. Moi, c'est pour m'intéresser à ces bébêtes-là qui sont souvent ignorées quand on parle du réchauffement climatique en Arctique. Et effectivement, mes premières slides, c'était juste pour vous faire un mème sur les bactéries, les virus, c'est pas bien, mais bon, Christina l'a très bien dit, gardez l'esprit ouvert. Mais je rajouterais juste quelque chose, c'est que finalement, il y a quand même des microbes qui sont bien et comment dirais-je, si on arrive à sortir de la merde de notre cul, c'est grâce à ces bébêtes-là qui sont dans notre intestin. Donc, si vous voulez, garder l'esprit ouvert, il y en a quand même qui sont gentils, comme le disait Christina, donc on est content. Mais pour répondre à une question de Pauline après la présentation de Christina, il y avait la question c'était combien tu estimes, quel est le nombre total de cellules microbiennes sur Terre, et il y aurait une estimation, ce nombre serait autour de 1 nonillion, donc 10 puissance 30. Bon, je ne vais pas vous trop blablater longtemps dessus, mais c'est plus pour vous dire que c'est un nombre vraiment inimaginable, qui est vraiment supérieur au nombre de galaxies, d'étoiles n'importe quoi, d'étoiles dans l'univers, mais peu importe, whatever. Fait que moi, avec mon background de microbiologiste, moi j'aime bien prendre ma loupe imaginaire et regarder et me demander qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, tout simplement. Fait que, en fait, en fonction de l'environnement, en fonction des espèces que vous étudiez, les microbes vont avoir des moyens de communication un peu comme nous, vous savez, en fonction de là où vous habitez, en fonction de là où vous naissez, vous n'avez pas forcément la même culture, la même façon de parler, les mêmes langues, enfin, peu importe. Mais c'est juste pour vous dire que vous ne devez pas prendre un microbe individuellement, vous devez toujours tous les voir comme une communauté où ils interagissent les uns avec les autres. Et c'est surtout que dans le fond, cette communauté-là, elle est très importante pour mettre en place des stratégies collectives d'adaptation dans tout type d'environnement. Et c'est très important que vous que vous vous rendiez compte de ça, parce que les microbes peuvent survivre dans tout type d'environnement, que ce soit dans des sites nucléaires, radioactifs ou des déserts hyper chauds. Vraiment, ils ont des potentiels d'adaptation incroyables, notamment en Arctique. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'Arctique ? Alors, vous avez sûrement dû vous douter avec mon accent, mais moi, je suis un maudit français de région parisienne. Puis, pour vous dire à quel point les Français craignent le froid, hier soir, j'étais au téléphone avec un très bon ami à moi, il s'appelle Kylian, donc il vit dans le sud-ouest. Puis, il me demande « Hey, comment c'est la température là, actuellement à Québec ?» Puis là, moi, je lui réponds « C'est un peu comme un hiver parisien, là, c'est 1 degré, 0, moins 1 degré. » Puis là, il me dit « Mais quoi ? Comment ça, un hiver parisien ? Attends, moi, quand je monte à Paris et qu'il fait moins 1 degré, mais je me caille ma race. »
Et moi, je lui dis calmement, bah, tu sais, en janvier, peut faire entre moins 20 et moins 30 degrés ici. Puis là, il est resté bouche bée pendant 2 minutes. Et c'est là où il me dit, hey, franchement, respect à vous qui partez au Canada, parce que pour moi, vous êtes des masochistes. Donc, qu'est-ce qu'un masochiste pour moi, comme moi, fait en Arctique? Alors, moi, quand j'étais petit, dans le fond, il y avait un film d'animation que j'adorais. C'est un film de 95, donc 4 ans avant que je naisse. Il s'appelle Balto. Donc, c'est l'histoire d'un chien qui a ramené des vaccins dans un village vraiment, vraiment éloigné, à Pointeur, voilà, à Nome, donc en Alaska. Et dans le fond, c'est ça qui m'a... Comment dirais-je? Tu l'as jamais vu? Bon, en tout cas, je te le conseille de le voir. Mais moi, je le regardais en VHS, donc déjà, je me sens déjà vieux. Mais en tout cas, c'est ça. Ça m'a toujours donné envie de m'intéresser au froid, en fait. Comment les organismes peuvent survivre dans le froid. Puis, dans le fond, nous, avec le contexte politique explosif actuel aux États-Unis, on va éviter d'y aller. Surtout que, bon, bref, en fonction de votre nationalité, je vous déconseille d'y aller. Donc nous, on va plutôt s'en aller plus au nord canadien, à la communauté de Resolute Bay, qui est dans le cercle arctique. Fait que c'est un hameau inuit qui connaît 3 mois de jours polaires, donc jour non-stop, et nuit polaire, donc tout le temps de la nuit. Les températures sont vraiment assez extrêmes, donc moins 32 degrés en moyenne en janvier et 5 degrés en août en moyenne. Et donc là-bas, ce sont des Inuits qui y habitent. Et moi, je m'intéresse aux micro-organismes qui vivent dans les lacs. Pourquoi les lacs? Parce que ce sont des sources en eau potable et en nourriture pour les Inuits. Donc, en nourriture, ils pêchent notamment l'omble chevalier, Arctic char en anglais. C'est un des poissons qui font partie de leur alimentation. Puis, dans le fond, pourquoi c'est important de s'intéresser aux microbes? C'est parce qu'ils peuvent être à la base de ce qu'on appelle ces chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent constituer de petits prédateurs, comment dirais-je? Ce sont des proies pour des petits prédateurs qu'on appelle du zooplancton, qui, eux, sont consommés par des poissons, qui, eux, sont consommés par des Inuits. Et aussi certains micro-organismes, puis Christina en parlait des Jean-Luc, si je ne me trompe pas du prénom, mais ceux qui vont faire de la photosynthèse, eux, ils vont produire du coup de la matière organique à l'issue de cette photosynthèse qui va nourrir tous les organismes, la plupart des organismes de ces lacs-là. Et effectivement, les microbes sont les organismes les plus abondants dans les lacs. Donc nous, dans mon labo, on s'intéresse à 2 types d'échantillons, parce que dans le fond, les microbes, ils peuvent peupler à la fois la glace qui recouvre les lacs et à la fois l'eau. Alors, au niveau de la glace, il faut que je vous parle d'une notion un peu compliquée qui, moi, m'a un peu perturbé au début de mon doctorat. C'est au niveau des saisons. En fait, pour nous, on a toujours appris à l'école que l'hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars. En fait, en fonction des cultures et même en fonction à qui tu t'adresses, les saisons ne vont pas être les mêmes. Et pour un limnologiste, c'est-à-dire pour un scientifique qui s'intéresse à l'écologie des lacs, pour lui, l'hiver, ça va être présence de lac sur le glace. Présence de la glace sur le lac. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que l'hiver peut durer 10 mois en Arctique et seulement 2-3 mois à l'été. Pourquoi il y a cette distinction-là qui se fait? C'est parce que l'écologie des lacs ne va pas du tout être la même entre l'hiver et l'été. Dans le fond, la présence de glace sur un lac va faire qu'il va y avoir une certaine stratification de la colonne d'eau, de l'eau, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez être en surface, plus il va faire froid, et plus vous allez descendre en profondeur, plus il va faire chaud. C'est assez contre-intuitif, parce que d'habitude, on va plutôt penser que c'est l'inverse, notamment en été. Mais comme il ne fait pas non plus hyper chaud encore en Arctique, je vous dirais que la température est plutôt homogène. Donc en fait, que les paramètres physico-chimiques comme l'oxygène ou la conductivité vont plutôt être homogènes tout le long de la colonne d'eau. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'avec la présence de glace, déjà, le vent ne va pas avoir d'effet à l'hiver, alors qu'en été, il va y avoir la formation de vagues qui va mélanger toute l'eau à chaque profondeur, en fait. Et donc, pour vous parler de comment les microbes y vivent dans les différents compartiments, donc je prends ma petite loupe. Et pour ce qui est des microbes qui vivent dans la glace, en fait, je vous dirais qu'ils vivent plutôt au ralenti. C'est-à-dire que la glace de lac, c'est un milieu assez pauvre, entre guillemets,
Et en fait, les microbes vivent... alors, ils ont des activités pour la production d'énergie, etc. Mais c'est assez au ralenti, on va dire, par rapport à d'autres milieux comme l'eau. Enfin, je vous en parlerai après. Mais c'est ça, en fait. Et si vous voulez, quand dans la glace, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait obligatoirement de l'eau. Et en fait, dans la glace, les microbes vont plutôt se multiplier dans des petits canaux d'eau, en fait, qui n'auront pas été congelés, mais qui sont piégés dans la glace. Et donc, ils mettent en place différentes stratégies pour se protéger du froid, comme par exemple, enfin, si vous voulez, là, pour les écharpes, on peut imaginer de l'acide gras. En fait, ils se servent de l'acide gras pour se protéger des températures froides. Alors que dans l'eau, alors ici, je vous ai présenté une image de microscopie électronique où c'est juste pour vous dire qu'il y a une diversité d'activités qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments qui sont à leur disposition. Donc plus d'activités, plus d'une diversité de micro-organismes. Alors, avec le changement des saisons, on s'attend à ce qu'il y ait un été beaucoup plus long et un hiver beaucoup plus froid. Ça fait que le couvert de glace va être moins épais, une formation plus tardive de ce couvert de glace et un dégel plus rapide. Ça veut dire que les lacs vont être beaucoup plus exposés aux apports externes, en fait, qui viennent des littorales, de l'air aussi. Et donc ça va avoir des impacts sur la quantité de nourriture, de nutriments qui va être à leur disposition. Et en fait, ça va induire une pression de sélection par rapport aux organismes. Et en fait, ça va les mettre en compétition parce que ceux qui vont en consommer le plus vont être les plus avantagés. Et cet élément va être encore plus accentué avec les apports des activités humaines. Donc en fait, les lacs vont être de plus en plus exposés aux polluants et ça fait que les micro-organismes qui vont être avantagés vont ceux qui vont avoir développé de la résistance à ces polluants, mais aussi qui vont tout simplement profiter quelque part des nutriments que ces polluants apportent. Et donc, les risques liés à cela, c'est que vous pouvez avoir une introduction de microbes qui puissent être pathogènes dans ces polluants, qui vont pouvoir se multiplier en abondance dans ces lacs-là. Et ça va causer une insécurité alimentaire ou une insécurité au niveau de l'accessibilité en eau potable pour les Inuits. Dans le fond, ça, c'est une image de poissons morts qui peut causer par la production de toxines par des bactéries ou d'autres micro-organismes. Et donc, dans ce contexte-là, mon projet s'intéresse à savoir quelles peuvent être les sources des nutriments qui se déversent dans les lacs en été, donc en absence de couvert de glace, et comment les microbes répondent face au déversement des polluants. Fait que je voudrais vous conclure cette présentation en vous disant ceci. Il existe une diversité de micro-organismes encore largement insoupçonnés. Et bien qu'invisibles à l'œil nu, ce sont des organismes sentinelles d'écosystèmes, donc c'est-à-dire qui sont des marqueurs de la santé d'un écosystème. Et les étudier, c'est donc crucial pour relever les défis du XXIe siècle liés aux changements qui s'en viennent. Merci pour votre attention. Super, merci beaucoup Alex pour ta super présentation, puis j'ai vraiment aimé ton utilisation efficace de mimes, sérieusement. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Alex? Oui, il y avait toi qui avais levé la main en premier. Non? Ah bah, bon, Pauline, oui. Pourquoi est-ce que la cellule, elle gèle pas? Alors, ça dépend parce qu'elle peut mettre en place certains processus, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de sport avec j'ai oublié le prénom, Léa. Donc, les spores, ça peut aussi être, on peut appeler des spores, c'est-à-dire des parois résistantes, donc c'est-à-dire la paroi de cellules qui peuvent être résistantes. En fait, quand la bactérie, quand la bactérie, ça dépend des espèces, mais quand la bactérie subit un stress, elle peut mettre en place des parois qui vont lui permettre de se protéger du milieu extérieur. Puis dans cette paroi, tu peux avoir des composés qui vont servir de résistance thermique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, pour qu'elle se mette un manteau en fait, pour se protéger, pour éviter qu'elle se gèle en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Les cytoplasmes, ils gèlent jamais. Ça,
Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Super, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Alex? On a le temps pour une dernière. Je vous écoute. Oh. Peux-tu répéter la question? Si je comprends bien ta question, c'est si les lacs gèlent moins, on verrait un avantage pour les poissons, c'est ça? Non, malheureusement, non, j'étudie pas ça, mais je pense que oui, parce que de toute façon, avec l'accélération du dégel, ça va modifier la colonne d'eau et donc tout ce que les poissons vont consommer. Et ça va avoir un impact inévitablement sur leur microbiote. Merci. Pour la dernière question, est-ce que c'est une question rapide? Oui, c'est un peu complémentaire à ce que tu viens de répondre. Justement, avec le réchauffement climatique, la fonte progressive du pergélisol dans l'Arctique, comment ça vient influencer eh bien, cette population microbienne en général? Alors, pour le pergélisol, c'est le sol qui est en permanence gelé. Alors, ça va dépendre, je dirais, de... En fait, parce que que ce soit avec la fonte des glaciers ou du pergélisol, tu vas avoir un apport donc, de la glace qui va fondre et donc de l'eau qui va se déverser, soit dans la mer, soit dans les lacs. Et ça, dans le fond, ça va être un apport de micro-organismes, d'une part, mais aussi de matière organique qui va se déverser dans le lac. Et ça, dans le fond, ça va changer la composition de tes lacs, en fait. Ça veut dire que ces micro-organismes qui sont issus du pergélisol, ils peuvent se retrouver dans le lac-là. Alors après, tu as toute cette question de savoir est-ce qu'ils vont arriver à survivre ou à s'adapter dans ce nouvel environnement. Ça, c'est ce qu'on essaye d'étudier dans notre laboratoire. Mais on n'a pas de réponse claire et nette à cette question, ouais, c'est bon, malheureusement. Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois. On serait maintenant rendu à notre dernière présentation de la soirée qui va être donnée par Pauline Essenauer, qui est professeure adjointe au département des sciences du bois et de la forêt à la faculté de foresterie. Elle va nous présenter « Quand la forêt tousse, la génomique écoute ». Merci. Bon, je suis la dernière présentation, mais j'espère que vous n'avez pas trop de bistrot, qu'il vous reste un petit peu de brain quand même. Donc, j'ai une petite diapo de présentation, si jamais vous vous demandez comment est-ce qu'on en arrive à être pathologiste forestier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi est-ce que les arbres sont malades, parce que comme nous, les arbres aussi peuvent être malades. Il y a des micro-organismes qui peuvent les attaquer. Je me demande aussi quelles sont les conséquences de ces maladies sur les forêts. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Quelles sont les conséquences des changements climatiques? Donc, c'est tout ça qui m'a amenée à être pathologiste forestière. Et donc, je me demande si aujourd'hui vous seriez aussi capable peut-être de devenir des pathologistes forestiers. Donc, on a un peu une surreprésentation dans la salle, là, même s'il y a la moitié des pathologistes d'Amérique du Nord qui sont juste ici. Donc, trichez pas. Mais je vais voir si vous êtes capable de rentrer à l'Académie des pathologistes forestiers. Selon vous, cet arbre-là, est-ce qu'il est sain ou est-ce qu'il est malade? Bonne réponse, bravo. Cet arbre a l'air sain. Cet arbre-là, selon vous, est-ce qu'il est sain ou est-ce qu'il est malade? Cet arbre est malade. Donc, bravo, vous avez rempli l'examen, vous êtes des pathologistes forestiers. Félicitations à vous. Donc, vous vous doutez que c'est facile, quand on prend un individu unique, de se dire est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est malade? Quand on regarde une forêt, quand on regarde un écosystème au complet, là, ça devient un petit peu plus compliqué de déterminer qu'est-ce que c'est que le niveau de maladie acceptable. Est-ce que nos arbres, s'ils ne meurent pas, mais qui sont quand même malades, c'est correct? Quelles sont les conséquences sur la productivité, sur la biodiversité? Donc ça, c'est des questions auxquelles on s'intéresse en pathologie forestière. Et ça m'amène à vous demander si, selon vous, est-ce que les maladies, ça fait partie d'une forêt en santé? Wow, c'est unanime. En effet, donc une forêt en santé a toujours un certain niveau de maladie.
La santé des forêts en elle-même, ça pourrait être un sujet de présentation à part, mais aujourd'hui, je vais la définir comme une forêt qui peut répondre aux besoins de productivité, qui supporte les communautés fonctionnelles, à la fois des plantes, des animaux, mais j'oublie pas les micro-organismes, qui est capable de se rétablir après des facteurs de stress naturels ou anthropiques. Et donc, dans les stress naturels, on va avoir nos maladies. Donc j'imagine que vous avez probablement déjà vu ça quand vous vous promenez en forêt ou que vous visitez des sites où il y a eu des coupes. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Non, ça c'est pas la grille du frêne, c'est pas un insecte qui a fait ça, c'est un champignon. Et donc en fait on appelle ça une carie, comme les caries des dents. C'est un champignon qui grignote vraiment le bois qui est à l'intérieur de l'arbre. Et donc, c'est cette observation-là, faite par M. Robert Hartig, qui était un pathologiste, un forestier plutôt allemand. Il a remarqué que les arbres qui étaient blessés, par exemple lors d'opérations forestières, ils s'étaient pris un coup de scie involontaire, que ces arbres-là, une fois qu'on les coupait, ben, en fait, leur bois à l'intérieur, il était grignoté. Et puis il a aussi remarqué que sur le tronc, il pouvait observer ces fructifications de champignons. Et donc, c'est lui qui a fait le lien entre l'arbre est blessé, ça permet aux champignons de s'installer, de grignoter le bois, et ensuite on observe la fructification. Et donc c'est ça qui a donné naissance à la science de la pathologie forestière. Donc c'est Monsieur Robert Hartig, merci beaucoup, Dankeschön. Donc quelques symptômes que je suis sûre que vous avez vus, mais peut-être vous ne savez pas comment ils s'appellent. Donc ce qu'on observe comme ça sur les troncs, parfois c'est même en couches, un petit peu comme un millefeuille. Est-ce que vous avez une idée de comment on appelle ça ? Grand-mère feuillage, c'est pas loin, vraiment pas loin. Ah, je pense que j'ai entendu. C'est un chancre. Donc, ce genre de symptômes-là, c'est causé par un champignon qui va attaquer la partie vivante de l'arbre qui est juste sous l'écorce. Oh, quelque chose qui est bien connu aussi, ce sont les taches foliaires. Donc, comme on peut voir ici, c'est une rouille du peuplier. Donc ça s'appelle rouille parce que c'est orangé. Et selon vous, donc ça c'est une maladie des feuilles, je vous le donne. À votre avis, est-ce que celle-ci, c'est également une maladie des feuilles? Donc les feuilles qui deviennent brunes, qui sèchent, qui finissent par tomber sur toute la branche? Non, je vois que vous êtes sceptique. En effet, ça, c'est pas une maladie des feuilles, c'est une maladie qui est dans le système circulatoire de l'arbre, parce que nos champignons, ils peuvent attaquer le tronc, ils peuvent attaquer les feuilles, mais ils peuvent aussi attaquer ce qui se trouve à l'intérieur de l'arbre, la sève. Et donc, c'est ce qui fait que petit à petit, on observe que notre branche, elle va perdre toutes ses feuilles. Et c'est pas parce que c'est les feuilles qui sont malades, c'est parce que c'est vraiment la circulation de l'arbre, un peu comme si on avait un pathogène dans notre sang et que notre bras, il se mettait à pourrir. Enfin, bref, c'est pas très joli comme image. Un autre symptôme, celui-là, je pense qu'il vous parle aussi, on le voit pas mal en forêt. Est-ce que vous connaissez son nom? Oui, les balais de sorcières. Donc, c'est le terme technique. C'est comme ça qu'on appelle ça comme symptôme. Witch's broom en anglais. C'est bien le balai de sorcière. Donc, ça, c'est également souvent causé par l'infection d'un champignon qui fait qu'il va perturber le système hormonal de l'arbre. Et l'arbre, il va se mettre à proliférer, à faire plein de petits bourgeons, plein de petites branches. Et c'est ce qui nous donne cet aspect de balai de sorcière. On reste encore dans le thème pour Halloween. Donc, vous avez vu que toutes les parties d'un arbre peuvent être infectées. Je suis sûre que, par exemple, vous avez certainement vu cette tache qu'on voit bien sur les érables, qu'on appelle la tache goudronneuse de l'érable, qui a assez peu d'effet finalement sur notre arbre. Ça peut parfois causer une réduction de croissance, mais ça ne va pas tuer notre arbre. On a d'autres maladies qui sont beaucoup plus méchantes. Donc, par exemple, dans les chancres, on a le chancre du noyer cendré qui a causé énormément de dégâts en Amérique du Nord dans les populations de noyer cendré depuis le début du XXe siècle. On a également les racines qui peuvent être affectées. Ici, c'est un exemple de la maladie du rond qui va s'attaquer au pin. Et on a également le système vasculaire, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être affecté, comme par exemple la maladie hollandaise de Lamb, qui elle aussi a décimé les populations de son hôte depuis un siècle. Donc on a un petit peu un mélange de maladies qui sont pas trop méchantes pour les arbres peuvent vivre avec, et des maladies qui sont vraiment dévastatrices et qui parfois peuvent pratiquement rayer une espèce de la carte.
Donc nous, on s'intéresse à essayer de comprendre qu'est-ce qui les distingue, comment est-ce qu'on peut les gérer. Donc ce qu'on peut faire avec des outils génomiques, par exemple, ça va être de détecter de l'ADN dans des plantes qui sont d'apparence saine. Donc là, par exemple, si on continue l'examen de pathologie forestière, là, on dirait que ces plants, ils ont l'air plutôt sains. Il n'y a pas de symptômes apparents. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sains qu'ils ne sont pas porteurs d'un pathogène. Donc, par exemple, quand on importe des plants, quand on fait pousser des plants en pépinière, on peut avoir des plants qu'on va appeler asymptomatiques parce qu'ils ont l'air en bonne santé, mais en fait, il y a un agent pathogène qui est présent dedans. Et nous, on va développer des techniques pour essayer de le détecter avec son ADN, par exemple. Donc ça, c'est une des applications qu'on réalise grâce à la génomique en pathologie forestière. Autre chose et qui m'intéresse particulièrement dans mes projets de recherche, c'est l'impact du climat sur les maladies. Donc, il y a certaines maladies qui sont vraiment favorisées par des facteurs environnementaux, comme par exemple les rouilles, c'est très favorisé par l'humidité. On a des hectares de forêt qui peuvent être infectés en une saison si les conditions sont propices, parce que les hivers plus doux, ça va favoriser les maladies, l'humidité, ça va favoriser la germination du champignon, et la pluie, ça va disperser les spores. Et on a également un effet qui peut être sur nos arbres. Donc eux, ils peuvent être stressés par des sécheresses et en plus, ils sont attaqués par des pathogènes. Donc des fois, ces conditions environnementales, ça fait vraiment le cocktail parfait pour observer plus de maladies. Donc pour étudier l'impact du climat sur les pathogènes forestiers, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'adaptation locale. Donc qu'est-ce que c'est ça, l'adaptation locale ? Imaginez que vous vivez à Chibougamau. Donc, votre garde-robe, ça va être plutôt des cols roulés, des bonnes bottes, un bon manteau. Tandis que si vous vivez à Miami, déjà, vous avez de la chance, parce qu'il fait beau, mais vous allez plutôt avoir un maillot de bain, un short, des t-shirts, mais vous allez peut-être avoir un petit col roulé pour les jours de janvier où il y a un petit peu de vent. Donc, vous êtes adapté localement à votre environnement. Maintenant, imaginez que le climat change soudainement. Si vous êtes à Miami, il se met à faire plutôt sombre, plutôt froid la majorité de l'année. Bon, vous n'êtes pas très adapté, mais vous avez quand même un col roulé qui vous permet de vous protéger les jours de grand froid. Par contre, s'il se met à faire le soleil de Miami à Chibougamau, là, ça ne va pas. Vos bottes, votre col roulé et votre gros manteau, ça va pas marcher s'il fait 30 degrés dans la rue. Donc, vous n'êtes plus adapté localement. Et donc, moi, je fais pareil pour les pathogènes, mais avec la génomique. Imaginez que la garde-robe, finalement, c'est l'ADN. Chaque pièce de votre garde-robe, ça va être comme un gène. Est-ce que vous avez les gènes qu'il faut pour être adapté au climat local? Et qu'est-ce qui se passe si, soudainement, au hasard, s'il y avait un changement climatique, il y aurait des nouvelles conditions environnementales? Et donc moi, j'essaie de modéliser ça en essayant de prédire où est-ce que nos pathogènes ils vont être bien adaptés et où est-ce qu'ils vont être mal adaptés. Donc là où ils sont mal adaptés, c'est en vert. Et donc il y a un faible risque d'épidémie. Ça veut dire qu'on ne va pas concentrer nos efforts de détection, de lutte et de surveillance dans ces zones-là. Tandis que s'ils restent très bien adaptés à leurs conditions environnementales, donc ici c'est en rouge, on a un fort risque d'épidémie. Donc on va peut-être redoubler de vigilance et on va plus investir nos moyens de lutte à ces endroits-là. Enfin, un dernier thème qui m'intéresse dans mon labo, et là vous pourrez en parler à Jérémy, c'est, en plus d'étudier le pathogène, étudier aussi ce qui se passe au niveau de nos hôtes. Donc on a un projet avec la ville de Québec, peut-être que vous verrez Jérémy en haut de sa plateforme cet été, en train d'échantillonner des arbres, en train de se dire « mince, qu'est-ce que je fais à 20 mètres du sol ?» Et l'idée, c'est de trouver des arbres qui sont résistants à la maladie, parce que s'ils sont encore là, qu'ils ont 150 ans, 100 ans, 80 ans, ils ont potentiellement été exposés, mais ils sont encore debout. Donc peut-être qu'ils sont résistants, donc on va essayer de les trouver et on va essayer de les tester, voir s'ils le sont vraiment. Donc l'idée, c'est que on va trouver des arbres qui sont résistants en ville, qui existent déjà. Donc on ne va pas les modifier nous-mêmes. On ne fait pas de l'édition génétique, ce n'est pas Jurassic Park. C'est juste, on va travailler sur ceux qui existent
et continuer à reproduire ceux qui existent, ceux qui ont les traits qui vont nous intéresser. Donc, sur ce, j'espère vous avoir convaincu que, bien que nos maladies font partie de la dynamique forestière, il y en a certaines qui ont des conséquences écologiques et économiques, parfois, qui peuvent être vraiment dévastatrices. Et en pathologie forestière, on développe des outils pour mieux les comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui les influence et, ultimement, les prédire, les gérer et lutter contre. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation, Pauline. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, mes randonnées ne seront plus jamais pareilles. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur sa présentation? Oui, je t'invite à parler fort. Oui. Sur la présentation, j'ai une question au niveau de l'adaptabilité des hôtes vis-à-vis des parasites. Est-ce qu'on est sur une adaptabilité qui va être plutôt moléculaire, avec des mutations stochastiques au niveau du génome, ou est-ce qu'on va plus être au niveau des moyens de gestion du stress via des activités métaboliques? Parce que les deux ont l'air d'avoir été présentés dans la Ouais. Donc, on me demande si c'est plutôt des adaptations moléculaires dans le code génétique, c'est ça? Ou bien si c'est plus à une réponse plastique, modulation de la réponse physiologique à l'infection, c'est ça? Ben, je pourrais répondre que finalement, tout est génétique, donc même ta réponse plastique à l'infection. Mais la résistance, ça peut être soit un seul gène, soit plusieurs gènes différents. Ça dépend vraiment des autres, ça dépend des maladies. Par exemple, il y a des hybrides de peupliers qui sont résistants à certaines rouilles, et c'est un seul gène qui implique la résistance, mais ça fait que notre pathogène, lui, il a en fait très facile à contourner la résistance quand c'est un seul gène. Donc en fait, notre pathogène, il évolue rapidement. Si on a une résistance qui est un seul gène, ça se contourne vite. On a des réponses de résistance qui peuvent être sur plusieurs gènes, et ça va moduler en fait les processus physiologiques des arbres. Donc ça peut être sécréter des molécules pour lutter contre le pathogène. Par exemple, dans le cas de la maladie hollandaise de l'orme, l'arbre va bloquer ses vaisseaux pour essayer d'éviter que le pathogène se propage plus dans son système circulatoire. Donc il y a plein d'adaptations comme ça que les arbres peuvent mettre en place. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, Alexis. Maintenant qu'on est des pathologistes de l'arbre, quelle est la maladie la plus grave à identifier? La plus grave? C'est plus un rhume, non, c'est un cancer? Notre préférée avec Louis, c'est plutôt la maladie hollandaise de l'orme, parce qu'elle est quand même dans les plus impressionnantes, dans les plus dévastatrices. Elle peut tuer un arbre en 1 ou 2 ans. Et puis, elle a vraiment ravagé à la fois l'Europe et à la fois l'Amérique du Nord en un siècle. Il y a comme une perte de 90% des populations d'ormes. Mais on pourrait aussi citer le chancre du châtaignier ou la rouille vésiculeuse du pin blanc. C'est aussi des maladies qui sont super agressives et qui peuvent tuer quand même rapidement un arbre. C'est souvent des maladies qui vont être introduites, malheureusement. Donc, comme les hôtes ici en Amérique du Nord, si on leur introduit des espèces d'Europe ou d'Asie, ils n'ont jamais été confrontés à ça. Donc, on a souvent des épidémies qui sont vraiment explosives. Mais peut-être que le flétrissement du chêne, la maladie de Léa, va aussi venir dans le Hall of Fame des maladies forestières bientôt. Moi, je dis ça, c'est pas une compétition, mais le flétrissement du chêne peut tuer un chêne en quelques semaines. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand même. Est-ce qu'il y avait une dernière question rapide? Oui. Le jeune. La pathologie forestière, est-ce que c'est uniquement pour des arbres, ou pour le gymnosperme, angiosperme, et les fougères, mousses? Ça fait-tu aussi partie des d'intérêt? Parce que dans la définition, il y avait la censée de la forêt avec un appui de productivité. Et je me dis, c'est des bryophytes et autres qui sont pas productifs pour l'humain. Est-ce que ça fait quand même partie des études? C'est une super bonne question. On me demande si la pathologie forestière s'intéresse juste aux arbres ou aussi aux autres espèces forestières. J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. On a un gros focus sur les espèces ligneuses, donc à la fois les conifères, mais aussi les feuillus. Je ne connais même pas de maladie qui attaquerait les bryophytes et les fougères. Il faudrait qu'il y ait quelque chose d'assez impressionnant, je pense, pour qu'on commence à s'y intéresser. Et à ce moment-là, ça rentrerait aussi dans la pathologie forestière. Mais, ouais.
Ben, la rue vésiculeuse du pin blanc, ça va attaquer le pin blanc et ça va aussi attaquer l'hôte alternatif qu'on appelle, qui est les petits arbustes du genre ribes, les cassissiers, les gadeliers. Donc l'hôte alternatif, ça veut dire que le champignon, il doit à la fois attaquer le pin blanc et à la fois l'arbuste pour être capable de compléter son cycle de vie. Donc, techniquement, oui, on s'intéresse un petit peu aux cassissiers, aux gadeliers en pathologie forestière via la rue vésiculeuse, mais c'est vrai qu'on est très concentré sur vraiment les arbres. Super, merci beaucoup pour Merci. ta super présentation. On l'applaudit. C'est maintenant le temps de terminer cette soirée. On voudrait premièrement vous remercier pour votre attention, la qualité de vos interventions et votre participation à cet événement. On voudrait aussi remercier les bénévoles de Bistro Brain. On a Gabrielle à l'accueil, Pauline à la captation, Alexis à la coordination. On les applaudit. On voudrait aussi remercier la Ninkasi pour nous permettre d'organiser cet événement. Merci à Émilie, Alexis et David au service. Merci à Éline à la cuisine et à Raphaël à la technique. Un merci spécial aussi à nos commanditaires pour ce soir, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Le Centre d'études nordiques, on a le Fonds de recherche du Québec, le laboratoire Landry, le laboratoire Charette et le laboratoire Eisenhower. On peut les applaudir. Et bien sûr, merci à l'IBIS pour cette collaboration super intéressante et fructueuse. Merci pour la qualité de vos présentations aussi, tous nos présentateurs. Je vous inviterai sur la scène pour prendre une photo officielle pendant que il va y avoir un... Pardon, je ne parle plus dans le micro.